Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Une jeunesse polonaise. Ma mère Frania. Ma mère, Frania Brockman, voit le jour le 22 janvier 1882 à Moscou. Fille du commerçant Emil Brockman et d'Anna Blumenthal de Varsovie, elle est issue d'une famille dont les parents sont séparés, ce qui est très rare à l'époque, et vit dans un milieu juif intellectuel, médecin, chirurgien, avocat, poète. Elle grandit chez ses grands-parents maternels à Varsovie et passe les vacances chez sa mère et son beau-père, chirurgien réputé à Pinsk, ville de province, aux confins des grands marais de la Russie blanche. Elle a 2 frères et une demi-sœur avec lesquels elle n'est pas élevée et n'entretiendra que peu de rapports. À l'issue d'excellentes études secondaires au lycée de jeunes filles de Varsovie, elle obtient le baccalauréat si brillamment qu'elle est décorée d'une médaille d'or. Elle décide alors de commencer des études de médecine. Dans ces années-là, les Russes contrôlent le territoire polonais autour de Varsovie et imposent que toutes les études secondaires s'y déroulent en russe, du lycée à la faculté, quelles que soient les matières enseignées. Les étudiants polonais se rebellent contre cette décision et exigent de poursuivre leurs études dans leur langue nationale. Les autorités s'y opposent et ferment la faculté de médecine. Françoise prend alors la décision de partir à Zurich pour suivre ses études. Sa mère et son beau-père cherchent à l'en dissuader et son père, inquiet, décide de réduire considérablement l'allocation qui doit lui permettre de vivre en Suisse. Ils espèrent ainsi qu'elle abandonnera ce projet et restera vivre à Varsovie. Imaginez ce que représente à cette époque le départ d'une jeune fille de 18 ans pour un pays lointain dont elle ne maîtrise pas la langue. Mais malgré tous ces obstacles, ma mère s'obstine et va s'installer à Zurich. Sa vie quotidienne est très modeste. Elle sacrifie souvent ses repas, se nourrit de petits Suisses mais fréquente assidûment l'opéra de Zurich où elle assiste à tous les opéras de Wagner. Elle s'intègre rapidement au sein de la communauté étudiante polonaise et mène une vie studieuse et gaie. Elle gagne l'amitié d'une étudiante, Marilka, féministe et révolutionnaire. Ma mère fait de brillantes études couronnées par sa thèse soutenue en 1909 portant sur le tracé du pouls dans la sténose de l'aorte. C'est au cours de l'examen final qu'elle rencontre le professeur Bleuler, éminent psychiatre, qui l'interroge sur les relations entre l'épilepsie et la psychiatrie. Cette rencontre, bien qu'elle l'ignora à ce moment précis, va déterminer le cours de sa vie. À cette époque, les étudiants polonais titulaires d'un doctorat étranger doivent le faire valider à Kazan, en Ukraine, où les examinateurs russes sont terriblement sévères et pointilleux, détestant ces étudiants rebelles qui ont eu l'outrecuidance de partir poursuivre leurs études ailleurs. C'est à cette occasion que Marilka, l'amie de ma mère, inquiète de voir cette jeune fille affronter seule ce très long trajet, lui fait rencontrer un étudiant polonais qui s'apprête à accomplir dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons le voyage jusqu'à Kazan. C'est ainsi qu'elle va faire la connaissance d'Eugène Minkowski. Leur rencontre sort de l'ordinaire. Maman est une jeune fille petite, très brune, dont les yeux noirs qu'elle ne baisse devant personne expriment la détermination. Elle est gaie, impulsive, optimiste et volubile. Elle se trouve en présence d'un jeune homme d'une taille modeste, dont le visage en longueur et les yeux bleus respirent le calme et une sorte de rayonnante sérénité. Il est silencieux, réservé, méditatif et assez pessimiste. Il a accroché au plafond de sa chambre une corde qui attend en oscillant son échec à l'examen. À l'énoncé de cette précaution, maman éclate de rire. Les liens noués entre ces 2 jeunes gens si différents ne devaient plus se distendre et leur galère larguait les amarres pour cingler à travers mer calme et ondes agitées. Mon père Eugène. Mon père vient d'une vieille famille lituanienne originaire de la région de Bydgoszcz. Il naît le 17 avril 1885 à Saint-Pétersbourg, où son père Augustus, riche commerçant en grains, s'était établi. Mais c'est à Varsovie, où la famille est de retour en 1892, qu'il passe sa jeunesse avec ses 3 frères et ses parents. Après avoir envisagé des études de mathématiques et de philosophie, il s'inscrit à la faculté de médecine et suit les cours délivrés en russe. À la suite de sa participation à une manifestation qui réclame le retour de la langue polonaise dans les lieux d'enseignement, il est arrêté par la police et fiché. Après cette révolte, les autorités ferment la faculté de Varsovie. En 1908, Eugène est donc forcé d'aller terminer ses études à Munich. Il y est bientôt rejoint par ses 3 frères, Michel, Mstislav,
Paul et Anatole Tolek, qui viennent poursuivre leur cursus supérieur. Les mariés de Kazan. Mes parents, que le hasard a rapprochés, accomplissent donc ensemble le voyage à Kazan où, malgré leurs appréhensions, ils réussissent à faire valider leur diplôme. Après cela, Frania travaille dans une maison de santé pour malades mentaux près de Varsovie, chez le docteur Adam Wiesel, puis ensuite à Munich. C'est là qu'elle retrouve Eugène qui suit des cours de mathématiques et de philosophie. À ce même moment, il songe à abandonner la médecine pour se consacrer à la philosophie, sous l'influence de l'essai sur les données immédiates de la conscience d'Henri Bergson et de la phénoménologie des sentiments de sympathie de Max Scheler. Les notions du clos et de l'ouvert seront toujours pour lui une intarissable source d'inspiration. Il reste toutefois fidèle à la médecine et nourrira toute sa vie une double passion: la psychiatrie et la philosophie, qui vivront en lui en bonne intelligence. En 1913, Frania retourne à Zurich et entre comme assistante au Burgosli chez le professeur Bleuler. La même année, elle épouse Eugène Minkowski au cours d'une cérémonie qu'ils ont voulu très simple, entourée de leurs amis. Ma grand-mère Minkowski vient de Varsovie, mais mon grand-père, choqué par la simplicité du mariage, hésite longuement avant de se décider à y participer. L'itinéraire Munich-Paris. Le couple se rend à Munich, où la déclaration de guerre de 1914 à 1918 les surprend. Obligés de plier bagages au plus vite, ils retournent à Zurich où le frère d'Eugène, Michel, Mstislav, vit et exerce la neurologie. Se pose alors le problème de la vie quotidienne. Grâce à Françoise, Frania en français, qui avait effectué un stage chez Bleuler, grand psychiatre de Zurich, Eugène peut travailler à l'asile de Burgosli avec un salaire d'assistant bénévole. C'est vraiment à contre-cœur qu'il accepte ce poste, d'autant plus qu'il est logé dans la division des malades payants cloîtrés dans un département aux fenêtres grillagées. Il en veut à son épouse de l'avoir enfermé dans ce milieu. Pourtant, la souffrance et l'isolement des schizophrènes l'émeuvent tellement qu'il se prend au jeu. C'est à partir de ce moment que naissent le besoin et le désir de devenir psychiatre, pour comprendre et soulager la souffrance des malades. Admirateur de la France, patrie des droits de l'homme et de la Révolution de 1789, Eugène ne peut se résigner à rester à l'écart du conflit mondial. Son sens du devoir et de la justice le pousse à agir alors que le conflit ne concerne directement ni la Suisse où il réside, ni la Pologne, son pays d'origine dont le territoire est à l'époque partagé entre 3 belligérants, Allemagne, Autriche, Russie. Pour obéir à cet impératif catégorique, il décide, avec l'assentiment de Françoise, de partir pour la France s'engager comme volontaire. En 1915, le couple arrive à Paris où il ne connaît personne. Eugène travaille quelques semaines à l'asile de Villévrard, où il côtoie le meilleur et le pire de la psychiatrie de l'époque. Mes parents occupent un appartement très modeste dans lequel, à la veille de sa mobilisation, mon père travaille à une étude sur les éléments essentiels du temps et qualité. Heureusement, mes parents parlent français, ce qui va faciliter leur adaptation. En effet, comme la majorité des familles aisées polonaises, ils ont été élevés par des gouvernantes françaises et pratiquent donc couramment la langue de leur pays d'adoption. À la Gloria Militar. Papa est rapidement incorporé comme médecin militaire, puis réquisitionné sur le front à la bataille de Champagne. Au plus fort des combats, profitant des quelques moments de détente, il réfléchit à 2 études sur les caractères fondamentaux de l'élément vital, et sur la mémoire et l'oubli. Il relate ainsi son temps de mobilisation dans du temps de l'Étoile jaune. J'ignorais encore tout de la guerre, tout de l'armée, presque tout de la France. C'était en pleine bataille de Champagne. Le régiment était en ligne. À Saint-Hilaire, je fus accueilli à la direction du service de santé du corps d'armée par un jeune médecin à 2 galons, décoré déjà de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre avec palme, le docteur Fribourg-Blanc, médecin général depuis, ayant lui aussi au cours de ces dernières années rendu de grands services aux nôtres. Avec lui je montais en ligne, nous devions accomplir une partie du trajet ensemble. Novice, non encore rompu à la technique de la vie de tranchée, je me sentais mal à l'aise. Le temps était gris humide, une pluie fine tombait, le sol était glissant. Au moment d'enjamber un trou plus large et plus profond que les autres, j'hésitais, je trébuchais, je faillis tomber. Tout à coup, du fond du boyau,
Une main se tendit vers moi, une main large et vigoureuse, recouverte de boue. Au début je ne vis que la main, puis derrière la main je découvris un poilu, tout boueux lui aussi, avec une toile de tente sur les épaules pour se préserver tant bien que mal de la pluie. Il creusait la tranchée. Je n'ai plus son visage devant les yeux mais la main tendue, je la vois toujours. Largement ouverte, elle m'empêchait de tomber, me remit d'aplomb, elle me permit de poursuivre sans encombre mon chemin. Un pacte fut scellé. Cet épisode souligne l'attachement de mon père à une classe simple et humble d'individus, attachement qu'il a vraiment porté pendant plusieurs années. Il est durant 5 ans médecin au 3e bataillon, du 151e régiment d'infanterie. En cette qualité, il prend part aux batailles de Champagne, de Verdun, de la Somme et de l'Aisne. Cette période de mobilisation est aussi une période de réflexion. En effet, il met à profit tous les moments de répit dont il dispose pour travailler sur la phénoménologie de la mort. En réalité, de toutes les études commencées pendant la guerre, aucune ne sera achevée mais chacune d'entre elles prépare son œuvre à venir. Amitié de tranchée. Comme il le raconte, Eugène fait la connaissance d'André Fribourg-Blanc, médecin militaire devenu ensuite général. Il l'accueille ainsi. « Vous êtes affecté au 151e, me dit-il. Il est en ligne, moi-même je monte jusqu'au brancardier divisionnaire. Nous ferons ainsi un bout de chemin ensemble puis de là je vous ferai conduire au poste de secours. » Et nous voilà partis côte à côte. André Fribourg-Blanc éprouve aussitôt beaucoup de sympathie pour Eugène Minkowski. En effet, il ne peut être insensible à l'attitude courageuse de ce médecin d'origine polonaise. Sa femme Lida, polonaise elle-même, fait ses études de médecine dans les mêmes conditions que les Minkowski, c'est-à-dire en s'expatriant. En outre, il a préparé sa thèse de médecine sous la conduite du professeur Lacassagne, célèbre médecin légiste, et son travail sur l'étude de l'enfance coupable sera déterminant pour la suite de sa carrière de psychiatre. Comme ses lettres en témoignent, mon père s'entend bien avec ses compagnons d'armes, qu'ils soient simples soldats ou officiers. Carte correspondance des armées de la République. Je suis en très bons termes avec le reste des officiers, quel que soit leur âge, et leurs différences d'âge sont grandes, le plus jeune vient d'avoir 20 ans et le plus âgé dans le même rang a près de 40 ans. Hier mon médecin auxiliaire, qui est rentré de permission, s'est installé dans ma chambre comme auparavant. Je me réjouis de son retour car nous vivons en bonne intelligence et j'aurai aussi moins de travail. Il écrit aussi presque tous les jours à Françoise pour l'assurer de ses sentiments et lui faire partager sa vie quotidienne en ayant soin de ne pas l'effrayer. Une Polonaise à Paris. Pendant qu'Eugène soigne les blessés de la grande boucherie, Françoise Minkowska, sans ressources, doit se contenter de la solde de son mari. Sa belle-mère lui donne à diverses reprises des bijoux appartenant à sa famille, boucles d'oreilles en diamant, broches et bagues, qu'elle vend au fur et à mesure pour subvenir à ses besoins. Ses moyens modestes ne lui permettent que la location d'un inconfortable petit meublé dans le 14e arrondissement, et cela la préoccupe d'autant plus qu'elle attend un enfant pour le mois de décembre 1915. Enfin elle trouve un logement plus grand mais doit partir s'établir à Nogent-sur-Marne où les loyers sont plus abordables. Elle s'installe avec son fils Alexandre, dont la naissance comble Eugène de joie. Au moment de quitter son logement de Paris, sa propriétaire chicanière lui cherche querelle et l'accuse d'avoir volé 2 paires de draps. Ulcérée, maman demande les conseils d'un avocat qui, devant sa situation particulière, exilée loin de son pays natal et son mari au front, se sent solidaire et lui propose de prendre en charge le prix des draps. Malgré les terribles difficultés qu'affrontent mes parents, il semble qu'une lumière surgisse toujours. Maman, isolée, sans parents, sans amis, ne perd jamais courage. Ainsi, lorsque ma naissance s'annonce, en 1918, elle s'interroge avec anxiété sur la garde d'Alexandre quand elle devra accoucher. Eugène a été envoyé pendant 6 mois en Allemagne avec les troupes d'occupation, et elle est seule, enceinte, avec son fils de 3 ans. Mes parents occupent à cette période un appartement square de l'Ambre dans le 14e arrondissement, attribué à mon père en remerciement de son engagement. Un jour, ma mère, faisant ses courses dans un magasin dont elle connaît la propriétaire, lui fait part de ses angoisses. Cette femme, bien inspirée, lui présente une personne de toute confiance. Elle habite rue d'Alésia et vient de perdre son fils unique de 20 ans des suites d'une tuberculose osseuse. Désemparée, elle cherche une activité qui pourrait l'arracher à son chagrin.
D'après ce que maman m'a raconté, s'établissent entre elle et cette dame, Madame André, un excellent contact, une complicité réciproque et immédiate. Cela la décide à s'engager avec elle pour un temps limité. Puis vient le temps de ma naissance. Maman part seule à Bon Secours où elle me met au monde et m'appelle Janine, Janika en polonais. Papa est toujours en Allemagne avec les troupes d'occupation. Peu de temps après son accouchement, maman, affaiblie, ne résiste pas à l'épidémie de grippe qui sévit en Europe et y fait de nombreuses victimes. Elle se bat pour vivre, d'autant plus fortement que les sœurs, croyant la consoler, lui répètent avec beaucoup de conviction. Rassurez-vous madame, plus vous souffrez, plus vite vous irez au ciel. Et maman de répondre, mue par son amour de la vie. Pour le moment je me moque du ciel. Ce que je souhaite de toutes mes forces, c'est vivre pour élever mes 2 enfants. Après une très courte permission pour faire ma connaissance, mon père rejoint son poste en Allemagne. Pendant ce temps, Madame André fait la conquête de mon frère Alexandre. Lors de notre retour à la maison, elle est devenue indispensable. Elle y restera de nombreuses années et deviendra, pour ainsi dire, notre seconde maman. Cette alliance entre maman et cette femme est d'autant plus étonnante que Madame André, femme très intelligente, pratique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.